Bonjour à tous, donc on va commencer ce cours, hein. Le deuxième cours sur la microscopie. Donc on va terminer aujourd'hui avec voilà, ces cours sur la microscopie. Donc j'ai un peu écourté, hein, le cours, enfin j'ai enlevé un peu de contenu par rapport à ce qui était prévu pour qu'on puisse essayer de terminer dans les temps, vu qu'on n'avait pas terminé la dernière fois. Donc je remettrai d'ailleurs, donc je vous ai mis le cours 2 en PDF. Je rééditerai un petit peu le PDF du cours 1 pour retirer ce qui n'avait pas été fait, comme ça vous aurez voilà, deux fichiers qui dépendront vraiment qui reprendront vraiment ce que vous aurez eu dans les deux cours. Donc la dernière fois, donc je vais continuer, hein. Donc la dernière fois, on avait commencé à parler de fluorescence, hein, qui correspond à de nos jours, hein, l'utilisation la plus commune, hein, en microscopie, enfin, la technique la plus utilisée en microscopie, surtout je dirais en biologie, hein, puisque elle permet beaucoup d'avantages pour observer à la fois spécifiquement des molécules particulières, souvent des protéines ou ça peut être de l'ADN. Et en plus, elle permet même de faire des expériences dynamiques, en fait, hein, de pouvoir faire des expériences en cellules vivantes, par exemple. Donc c'est un des gros avantages. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de microscopie en biologie. Donc la dernière fois, voilà, j'avais terminé avec ça, mais je ne vais donc pas le reprendre, hein, mais c'est pour vous rappeler en tout cas que chaque fluorophore, donc chaque molécule fluorescente, hein, qui a la capacité de pouvoir absorber de la lumière à une certaine longueur d'onde pour la réémettre à une autre longueur d'onde, donc voilà, ça passe par un phénomène, hein, énergétique, hein, qui peut être représenté sous forme de ce diagramme, qui est le diagramme de Jablonski, où on voit que les électrons, hein, une fois qu'ils vont absorber des photons, vont pouvoir réabsorber, enfin vont pouvoir, excusez-moi, passer à un état excité, qui va prendre donc un certain temps, qui nécessite une certaine énergie, pour ensuite redescendre à un état stable, je dirais, hein, un état basique, un phénomène de relaxation qui, lui, correspond à une émission justement d'énergie, et dans la plupart des cas, sous forme de lumière. Parce qu'on peut aussi avoir de la lumière qui va être rendue sous forme calorifique, par exemple, hein, typiquement de chaleur. Et donc, mais bon, la plus grosse partie va être en fait sous forme de lumière. Donc cette capacité de fluorescence. Et donc voilà, ça c'est juste une diapositive rapidement pour vous dire, hein, voilà, il y a différents types de fluorophores, hein, ce qui va faire qu'un fluorophore va avoir certaines capacités d'absorption et d'émission. Ça va être dû à leur structure, tout simplement, et leur structure électronique, et dû principalement, enfin, il faut savoir ce que beaucoup de ces fluorophores ont des résidus aromatiques conjugués. C'est la présence de ces résidus aromatiques, avec ces électrons délocalisés dessus, hein, qui va conférer cette capacité de fluorescence. Donc gardez en terme qu'il y a souvent le terme chromophore. Le chromophore, c'est des composants, c'est des molécules qui absorbent la lumière dans le visible, mais qui n'en émettent pas. C'est des colorants, par exemple, alors que les fluorophores, c'est vraiment ceux qui ont la capacité de pouvoir réémettre la lumière absorbée. Et donc, j'ai appris que vous aviez vous posé des questions par rapport à la définition de fluorochrome et fluorophore. Bon, on est en train d'en discuter justement avec mon collègue, mais bon, moi, ça m'a toujours été présenté comme quelque chose de similaire. D'accord? Donc, un fluorophore, un fluorochrome, c'est un peu la même chose. Donc ensuite, comme je vous disais, hein, donc il y a de l'énergie, hein, qui va être à la fois absorbée et émise, et en fait, il existe un lien, hein, c'est ce que cette diapositive veut vous montrer, hein, enfin, de manière assez simple en regardant cette formule ici, il existe un lien entre l'énergie et la longueur d'onde. Et je vous rappelle que la longueur d'onde, c'est ce qui définit la couleur. Et vous voyez, il y a un lien inversement proportionnel entre les deux. Ce qui veut dire qu'une lumière de forte énergie aura une faible longueur d'onde, et une lumière de faible énergie aura une forte longueur d'onde. Et ça, c'est un phénomène que vous devez normalement déjà connaître, puisque vous devez savoir que les UV, les UV, c'est pas bon pour la santé, d'accord? Parce que c'est une lumière qui est extrêmement énergétique, d'accord? D'où la possibilité d'agression que ça peut avoir sur votre corps. Bon, comme on sait, hein, les ultraviolets, ça correspond aux longueurs d'onde les plus petites. À l'inverse, on sait que les infrarouges, invisibles à nos yeux, hein, mais sont des lumières qui ont en fait une très faible énergie, c'est pour ça que c'est ce qu'on utilise, comme vous savez, hein, par exemple, pour faire marcher des télécommandes, des choses comme ça, mais c'est quelque chose qui n'est pas dangereux en soi, justement. Et ça correspond aux longueurs d'onde les plus importantes, hein, quand on va dans le rouge et qu'on passe le rouge. Hein, d'accord? Donc il faudra savoir que les lumières qu'on va utiliser en microscopie vont pouvoir potentiellement, suivant la longueur d'onde, avoir des énergies plus fortes qui pourront peut-être endommager. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle de la cytotoxicité, ça va pouvoir tuer par exemple les cellules que vous observez. Donc il faudra des fois faire attention au temps d'illumination d'un échantillon pour ne pas trop le dégrader. Et ça va dépendre de la lumière, enfin de la couleur que vous allez utiliser. Donc à partir de là, en fait, ces fluorophores, ils vont pouvoir absorber ou émettre de la lumière selon des spectres. On va pouvoir représenter comme ça, sous la forme d'un diagramme qu'on appelle un diagramme de Stock, en fait, donc l'intensité de fluorescence, donc d'absorption ou d'émission, donc selon la longueur d'onde.
Et ça a formé comme ça un graphe, hein, parce qu'effectivement, une molécule, un fluorophore, ne va pas absorber qu'à une longueur d'onde et émettre à une seule longueur d'onde. Ça va correspondre à des plages comme ça de longueur d'onde, avec une intensité d'absorption et d'émission qui va pouvoir varier. Donc, je pense que vous comprenez le concept ici. Donc, et ça, donc, ces deux spectres d'absorption et d'émission, c'est comme un petit peu les cartes d'identité, si vous voulez, de vos fluorophores. D'accord? Chaque fluorophore va pouvoir avoir des spectres d'émission, enfin d'absorption et d'émission, donc toujours différents, hein, enfin en tout cas différents les uns les autres entre fluorophores. Donc il y a un côté exclusif un petit peu de ces profils, ces spectres pour chaque molécule. Et donc on va pouvoir aussi décrire une autre constante, hein, qui va être vraiment très spécifique de chaque fluorophore, c'est ce qu'on appelle le stock shift. Et donc en fait c'est la distance qu'il existe entre en fait le maximum, donc la valeur maximum d'absorption du fluorophore avec le maximum d'émission de ce fluorophore. Et donc, plus ce différence, hein, ce stock shift, donc cette différence de stock est importante, plus le fluorophore sera utile en microscopie, parce qu'il sera toujours important lorsque vous voulez utiliser un fluorophore en microscopie, que vous puissiez de manière séparée l'exciter, donc simuler son absorption et détecter son émission. Si ces deux valeurs sont trop proches, il y a pas mal de chances que lorsque vous allez vouloir détecter la lumière émise par le fluorophore, vous récupérez aussi un petit peu la lumière que vous utilisez pour exciter ce fluorophore. Vous comprenez? Si ces deux chiffres sont très proches les uns des autres, il va être difficile techniquement de pouvoir séparer la lumière d'excitation de ce qui est vraiment émis par votre fluorophore. Donc c'est un terme qui est très important. En tout cas, comme je vous disais, de nouveau, ces deux graphes, ça va correspondre vraiment à la carte d'identité de votre fluorophore. Ah oui, une dernière chose aussi, c'est pourquoi cette différence d'ailleurs, hein? Pourquoi un fluorophore va émettre de la lumière et il émettra toujours, soyons clairs, toujours de la lumière à une longueur d'onde supérieure. Donc pourquoi ce fait? Tout simplement parce que entre le moment où il va absorber une lumière d'une certaine énergie et qu'il va réémettre cette lumière, en fait, une partie de l'énergie va subir une déperdition, que ce soit par diffusion sur des molécules environnantes ou que ce soit, par exemple, comme je vous disais, par énergie calorifique. Une partie va être dissipée sous forme de chaleur. Donc, du coup, si on frappe un fluorophore avec une lumière forte, la lumière émise sera plus faible énergétiquement. Et comme je vous ai dit juste avant, quand l'énergie est plus faible, la longueur d'onde est plus forte. Donc, si l'énergie baisse lors de ce phénomène, entre absorption et émission, la longueur d'onde de l'émission va augmenter par rapport à l'absorption. Et c'est pour ça qu'on a toujours absorption, voilà, longueur d'onde inférieure à celle de l'émission. Donc voilà, ça c'est rapidement pour vous dire que voilà, à partir de là, des fluorophores, c'est ce que je vous disais avant, on va en trouver plein qui vont avoir plein de caractéristiques différentes. Certaines fois, c'est des fluorophores qui ont été vraiment synthétisés chimiquement, qui n'ont pas été trouvés dans la nature, donc qui ont été vraiment designés. On va aller jusqu'à designer leurs propriétés d'absorption et d'émission. Là, typiquement, alors j'en reparlerai un petit peu rapidement après, mais il existe des protéines, par exemple, parce qu'il y a plein de composés fluorescents différents, mais comme vous devez sûrement le savoir, parce que vous avez vu ça, je pense, cette année ou l'année dernière, il existe une protéine qui est très utilisée en biologie, qu'on appelle la GFP, pour Green Fluorescent Protein. Donc c'est une protéine codée par un gène qui va pouvoir absorber et émettre de la lumière. Mais il faut savoir que de nos jours, on a bien plus de protéines fluorescentes que la GFP, qui avait été initialement isolée dans la nature, mais on a créé, par mutation, par génie génétique, des versions CFP pour cyan, fluorescent protéine, BFP pour blue, WFP, enfin YFP, excusez-moi, pour yellow, donc jaune, et ainsi que les RFP pour rouge. Donc vous voyez, on sait, et ça c'est juste pour des protéines, mais on a plein de composés chimiques qui vont exprimer, qui vont faire de la lumière à plein de longueurs d'onde différentes. D'accord? Donc un grand choix dans les lumières que vous pouvez, les couleurs que vous pouvez utiliser. Donc là, c'est la partie que j'ai essayé vraiment de réduire, donc on va aller très vite là-dessus. C'était un petit peu, je vous ai expliqué comment fonctionnait un microscope la dernière fois, à quoi ressemblait un microscope, ce qu'on appelle la épifluorescence, qui est un peu le microscope de fluorescence de base. On va voir en fait deux types de microscopes, des microscopes à épifluorescence de base et des microscopes un peu plus évolués, tels que le microscope confocal. En tout cas, pour un microscope à épifluorescence de base, c'est implémenté dans un microscope classique, c'est pas différent. La seule différence qu'on va avoir par rapport à un microscope classique, c'est que on va avoir une série de filtres qui vont être placés donc dans le corps de l'appareil, et il va falloir aussi avoir un détecteur qui permet de détecter la fluorescence. Mais ce qui est important à regarder, à bien capter par rapport à un microscope, par contre, que je vous ai montré classique,
la différence proprement dite, c'est que la lumière, hein, la source lumineuse, ne va pas passer par le dessous du microscope, vous voyez, à l'opposé de l'objectif, pour ensuite traverser l'objectif pour rencontrer l'objectif, excusez-moi, traverser le spécimen pour aller frapper l'objectif, mais en fait la lumière va passer par l'objectif lui-même. D'accord, vous voyez? Pour ensuite être redirigé, repartir vers l'intérieur du microscope, où on va capter donc l'émission de fluorescence. Et donc il y a quelques objets qui sont très importants dans un microscope à fluorescence par rapport à un microscope classique. Donc la source d'illumination déjà. Alors là, il y aurait eu pas mal à en dire, mais je vais un peu passer cette partie-là, c'est pas ce qui est le plus intéressant pour vous de toute façon. Mais on va utiliser des sources lumineuses différentes. Et surtout, hein, c'est, comme je vous disais, un système de filtrage qui va permettre de faire passer la lumière dans les deux directions, selon des longueurs d'onde choisies. Donc la source d'illumination, je vous ai dit, je ne vais pas le décrire, mais j'ai juste laissé une slide dessus, hein. Il faut savoir qu'on recherche constamment en fluorescence déjà des lumières qui sont peu coûteuses, parce que très souvent l'illumination ça coûte cher, les ampoules coûtent cher. On peut utiliser aussi des lasers, ça coûte extrêmement cher. Il faut que ce soit de la lumière qui soit de plus haute intensité, pour avoir des lumières très fortes, hein, qui va permettre de vraiment exciter vraiment efficacement vos fluorophores. Et en plus, de préférence, on veut une lumière qui soit uniforme en termes de longueur d'onde, hein, et souvent aussi monochromatique. On va essayer d'obtenir les lumières aux longueurs d'onde les plus précises, afin d'aller pouvoir exciter de manière la plus précise possible vos fluorophores à la longueur d'onde d'excitation, hein, qui les définit. Donc voilà, différents types de lampes. Alors on a utilisé en général dans les microscopes les plus vieux ce qu'on appelle des lampes à arc. C'est des lampes blanches, hein, c'est à la base d'halogène, hein, comme des lampes halogènes si vous voulez. Donc à partir de là, c'est une lumière blanche qui va être forte, mais il faut savoir que c'est une lumière qui est très irrégulière dans ses longueurs d'onde, qui va plus éclairer dans une certaine couleur qu'une autre. Donc suivant l'utilité que vous allez vouloir en faire, ça peut avoir ses limites. Si vous voulez utiliser des fluorophores qui sont excités par les longueurs d'onde les moins fortes de ce style de lampe, ça risque de poser problème. Il faut savoir aussi, par contre, que beaucoup de gens utilisent des lasers. Alors les lasers, on les utilise beaucoup dans l'expérience de microscopie un peu plus avancée, comme les microscopies confocales, parce que les lasers, ça prend beaucoup de place et ça coûte très cher en entretien. Et par contre, ça donne, vous voyez, de la lumière qu'on appelle de la lumière cohérente, orientée, très puissante, très forte, donc très bien pour faire de la fluorescence. Et en plus, très monochromatique. Ça ne va pas faire un spectre de couleur, tout le spectre blanc, hein, enfin le spectre de couleur entier, mais ça va avoir des longueurs d'onde extrêmement précises. Bon, le problème, c'est que du coup, il va falloir que vous ayez plusieurs lasers si vous voulez travailler avec plusieurs couleurs. Et ça coûte encore plus cher en entretien, comme je vous disais, enfin voilà, c'est très dangereux, enfin donc à partir de là, il y a pas mal de contraintes. Il faut savoir que tout ça, hein, c'est le point un petit peu maintenant de convergence entre les deux, entre ces lampes classiques halogènes, arc, mais imprécises, et les lasers voilà, très précis mais avec toutes les contraintes, c'est les systèmes de LED qui viennent de sortir. Il y a beaucoup de systèmes maintenant à base de diodes électroluminescentes. Donc c'est de la LED, c'est de la basse tension, c'est de la basse énergie. Mais en même temps, ça a une lumière extrêmement forte, qui est souvent donc aussi spécifique de certaines longueurs d'onde. Donc ça va permettre d'avoir des lumières extrêmement monochromatiques, extrêmement fortes, enfin voilà, mais avec le côté peu coûteux que pourrait avoir une lampe halogène. Donc c'est vraiment un très très bon compromis. Bien sûr, là le problème aussi, encore une fois, c'est qu'il va falloir avoir plusieurs diodes si vous voulez avoir plusieurs couleurs et faire de la microscopie à plusieurs couleurs. Donc les autres points importants de ce type de microscope, hein, les deux autres choses qui les caractérisent, c'est la présence d'abord d'un miroir dichroïque. Alors c'est quoi un miroir dichroïque? C'est tout simplement un miroir qui a la capacité de pouvoir réfléchir la lumière de certaines longueurs d'onde et laisser passer, tout simplement, réfracter la lumière venant d'autres longueurs d'onde. Donc c'est une sorte de sélecteur, si vous voulez, de couleurs, tout simplement. Et donc, ce qui va se passer, c'est par exemple, imaginez que vous voulez exciter et observer la lumière émise par un fluorophore vert. Alors, il faut savoir quand j'appelle un fluorophore vert qui va émettre de la lumière verte, s'il émet de la lumière verte, il y a de fortes chances, selon les règles que je vous expliquais avant, qu'il absorbe de la lumière dans le spectre bleu. C'est ce qui se passe ici, vous voyez. Donc, il va falloir faire passer de la lumière bleue pour exciter le fluorophore, et la lumière verte va être émise. Et en fait, ce qu'on va faire, donc, comme je vous avais dit, hein, la source de lumière passe en fait par le corps du microscope et par l'objectif. Donc vous allez d'abord sélectionner à l'aide d'un filtre, ça je vous en parlais juste après, mais de la lumière, vous utilisez par exemple une diode laser, hein, enfin une diode ou un laser de lumière bleue, ou de la lumière blanche qui va être sélectionnée en lumière bleue par un filtre. Et puis voilà, quand ça va frapper le miroir dichroïque va en fait réfléchir les lumières de longueur d'onde proche du bleu. Et donc ça va faire que la lumière va ricocher contre ce miroir et va pouvoir être redirigée directement sur votre échantillon.
alors qu'une fois que l'échantillon, après excitation, va émettre de la lumière dans le verre, lui, par contre, enfin, le miroir dichroïque est perméable, je dirais, hein, permettez ce terme, mais va permettre de faire passer cette fois-ci la lumière verte qui, au lieu d'être réfléchie, va passer à travers et va pouvoir être récoltée au niveau de l'oculaire par un capteur, par l'œil ou par un capteur. D'accord? Donc les miroirs dichroïques, enfin on va en avoir, donc là encore une fois, plusieurs possibles, hein, suivant les configurations que vous avez besoin en termes de longueur d'onde, hein, par rapport au fluorophore que vous utilisez. Donc vous imaginez, hein, il va falloir, voilà, suivant, si on voulait faire du rouge, par exemple, donc exciter avec du vert et émettre avec du rouge, il aurait fallu utiliser un autre miroir dichroïque. Donc ensuite, on va avoir des filtres. Comme je disais, il va falloir filtrer, même si on a des diodes assez monochromatiques, on va souvent vouloir filtrer comme la lumière à la source, pour vraiment être sûr qu'il n'y ait vraiment que la longueur d'onde qui nous intéresse, spécifique de l'absorption du fluorophore qui passe. Et la même chose pour la réception, on va vouloir vraiment sélectionner de manière précise la lumière d'émission de notre fluorophore. Et donc pour ça, on va utiliser donc des filtres. On peut avoir tout un tas de filtres qu'on va pouvoir interchanger suivant les besoins et qui vont avoir donc des capacités voilà, de filtrage différentes les uns des autres. Et on va donc avoir des catégories, je dirais, de filtres, hein. D'ailleurs, on va avoir ce qu'on appelle les passe-bas. Alors nous, comme vous devez vous en douter, on utilise souvent les termes anglais, hein, donc on appelle ça un short pass. Et donc ça, par exemple, typiquement un short pass, ça va laisser passer les lumières qui ont une longueur d'onde qui seront inférieures à une valeur. Et ça va bloquer les autres. Donc ça va faire passer les lumières qui sont de longueur d'onde inférieure à. Vous pouvez le voir ici, par exemple, ce filtre ici, ce short pass, va permettre de récupérer seulement, vous laissez passer seulement la lumière qui est, vous voyez, dans le cyan, le bleu et le violet. De la même façon, on peut avoir des longs passes, c'est l'inverse. Ça va laisser passer que des lumières supérieures à une longueur d'onde. Bon, je pense que c'est simple à comprendre, hein, conceptuellement. Et puis après, on va avoir ce qu'on appelle un band pass, ou pass band, où là, c'est simplement une fenêtre de longueur d'onde qui va être sélectionnée. Donc ça va bloquer des longueurs d'onde avant et des longueurs d'onde après. D'accord? Donc par exemple, on va avoir des fils qu'on va nommer, donc là c'est un band pass, par exemple 530. Donc 530, ça veut dire que ça va laisser passer donc, les longueurs d'onde comprises dans une bande en fait, de 30 nanomètres autour d'une valeur centrée à 500 nanomètres. Donc donc ça veut dire autour de 500 nanomètres, plus ou moins 15 nanomètres. Ce qui fait une variation, vous êtes d'accord, de 30. Moins 15 d'un côté, plus 15 de l'autre. Donc entre 585 et 515. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on va... voilà, on va pouvoir avoir plein de filtres différents qui vont avoir différentes caractéristiques et vous allez composer un petit peu vos couples de filtres, hein, de manière à vraiment sélectionner la lumière que vous voulez et récupérer seulement celle qui vous intéresse. Vous verrez ça un petit peu en TD1, normalement, vous l'avez peut-être déjà vu. Donc voilà, maintenant voilà, je m'arrêtais là par rapport à la description d'un microscope. Vous voyez, j'ai quand même assez réduit. Ce que je voulais, c'est quand même qu'on parle, on va reparler un petit peu d'une technique particulière, hein, mais sinon en général, vraiment d'application, hein, donc maintenant en biologie, hein, de la microscopie. Donc voilà, avec la microscopie, on peut vraiment, comme je l'ai marqué ici, hein, vraiment marquer et observer quasiment toutes les molécules du vivant. Donc principalement, ce qui nous intéresse, c'est souvent les acides nucléiques. Il n'y a pas photo, hein, quand on va essayer de comprendre un petit peu en génétique, par exemple, hein, la localisation d'un gène, ou son activité, ou l'activité d'un ARN, par exemple. Enfin, la présence d'un ARN messager dans une cellule, hein, liée à l'expression d'un gène, voilà, on va vouloir marquer les acides nucléiques, donc ADN ou ARN. Donc il y a là j'ai mis quelques exemples ici de techniques qui sont très connues maintenant, qui sont très souvent utilisées, telles que la technique de Fish dont je parlais avant. On peut faire du Fish sur de l'ADN, sur de l'ARN, enfin bon, des méthodes pour marquer les chromosomes entiers, on appelle ça du fiber Fish, où on peut peindre des chromosomes. Bon, je ne vais pas trop de temps vous en parler aujourd'hui, hein, mais on va parler de Fish. À côté de ça, l'autre pan très important, c'est le marquage de protéines. Donc le marquage de protéines, vous savez pourquoi, hein, les protéines, c'est tout ce qui va correspondre à vraiment une activité précise, enzymatique, dans votre cellule, et très souvent, on va vouloir comprendre le comportement de protéines. Hein. Donc là, encore une fois, on a différentes manières de faire. On peut faire de l'immunocytochimie, c'est ce que je vous montrerai rapidement après. On peut utiliser des protéines fluorescentes, telles que la GFP, que je vous avais dit. On peut des fois marquer directement, chimiquement. On va accrocher des fluorophores sur des protéines, mais chimiquement, vous voyez, de manière covalente. Alors que l'immunocytochimie, ça passe par une reconnaissance par des anticorps.
Et enfin, bon, ben ça par contre, c'est un pan que je ne discuterai pas aujourd'hui. On va plutôt parler d'acides nucléiques et protéines, les principaux observés, mais on peut aussi marquer tout un tas de lipides, de glucides, enfin on peut marquer n'importe quelle de molécules, on peut par exemple leur accrocher, comme je vous disais, comme bon, je disais à la fin pour les protéines, carrément des fluorophores, vous voyez, directement, chimiquement. Bon, il y a plein de manières de marquer d'autres types, on peut tout observer, je vous le disais. Mais on va s'intéresser plutôt aux aspects acides nucléiques et protéines pour ce cours. Donc voilà, quand on veut marquer de l'ADN, ben, on a tout un tas de molécules chimiques qui permettent de le faire maintenant, comme je vous disais. Et après, ils vont être de différents types. Donc voilà, là vous avez cette photo, une double hélice d'ADN, donc ça c'est une chose que vous connaissez très bien. Et il faut savoir qu'on a des molécules qui vont pouvoir avoir des modes de liaison à cette double hélice qui vont être différents suivant leur nature. Donc on va par exemple avoir, et ça c'est un des plus connus, c'est des intercalateurs. Donc c'est des intercalants. Donc c'est des molécules qui vont venir aller se mettre, vous voyez, entre les bases, au cœur de la double hélice. Il y en a un qui est très connu, qui est le bromure d'éthidium, on vous en parle, je pense, souvent, c'est le BET, qui est utilisé, vous savez, pour aller marquer les acides nucléiques dans des gels d'agarose, vous voyez, qu'on fait un gel d'agarose. Donc là, c'est pas de la microscopie, mais on va utiliser de la fluorescence, on a dû vous l'expliquer, depuis la première année, pour visualiser les bandes ADN sur un gel. Le BET, c'est un intercalant entre les bases, typiquement. Vous voyez, il y en a d'autres qui sont l'ionure du propylium, par exemple. Il y a aussi des molécules qui vont pouvoir se lier aux petits sillons de l'ADN. Donc parmi les plus connus, on a le DAPI et le Wurst. Donc le DAPI, vous avez déjà normalement en biologie cellulaire vu ça, c'est quand vous voyez ce marquage bleu qui lie l'ADN, qui fait sur des photos souvent de fluorescence de cellules, le noyau tout en bleu comme ça, en contre-marquage souvent. Et bien ça, c'est par le DAPI qu'on l'obtient. C'est quelque chose qui va émettre de la lumière dans le bleu en général. Et puis on va aussi avoir plus rarement, donc oui, excusez-moi, ça va se lier sur le petit sillon de l'ADN. Puis après, on va avoir d'autres molécules plus rares, mais qui peuvent à la fois se lier au niveau du sillon majeur, du grand sillon, soit des fois certains qui se lient même sur l'extérieur, sur le squelette phosphoester de l'ADN. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces molécules vont aussi avoir une pénétrance dans les tissus ou les cellules qui peuvent être différentes. Certaines sont perméables, c'est des cellules qui sont perméables à ces molécules, dans le sens où passivement, comme ça, elles vont pouvoir rentrer dans vos cellules. Donc, vous allez pouvoir marquer l'ADN, vous voyez, dans des cellules vivantes, par exemple, typiquement, ce qui va être très pratique. D'autres, malheureusement, elles ne peuvent pas rentrer, ne peuvent pas passer la membrane plasmique ou même nucléoplasmique. Et donc, à partir de là, il va falloir les perméabiliser juste avant pour pouvoir voir vos fluorophores rentrer et faire votre marquage. D'accord. Donc dans ce cas-là, vous êtes d'accord, s'il faut perméabiliser des cellules ou un échantillon pour faire rentrer quelque chose dedans, il a fallu souvent le fixer avec un fixateur comme de la formaldéhyde, et surtout on n'est plus en face d'un matériel vivant, vous êtes d'accord, on n'est plus dans des conditions physiologiques en tout cas. D'accord. Souvent, mais le choix va devoir se faire d'utiliser un imperméable ou imperméable suivant les besoins. Mais il faut savoir qu'on peut utiliser comme un avantage le côté imperméable. Par exemple, il y a des fluorophores comme l'acridine orange qui ne lie donc que les cellules qui ont été ouvertes. Donc on va l'utiliser pour aller marquer les cellules qui sont en apoptose. On utilise donc si l'ADN d'une cellule est marquée, ça veut dire qu'elle est ouverte, car normalement le fluorophore n'aurait pas pu rentrer. Donc ça veut dire que cette cellule est en train de mourir. Vous voyez, on va pouvoir utiliser des fois ce désavantage comme un avantage pour aller discriminer par exemple ce genre de phénomène tel que la mort cellulaire. Et il faut savoir, oui, ce que j'ai marqué dernière phrase, qu'il y a eu des spécificités différentes de ces fluorophores pour l'ADN ou l'ARN. Ils ne marquent pas chacun de la même façon. Certains, comme le Cyto16 par exemple, vont spécifique de l'ADN, alors que le Cyto12 de l'ARN. Ou certains vont simplement lier les deux. Donc voilà, là je vais passer là-dessus, mais ça c'était pour vous donner juste quelques petites images comme ça, vous voyez différents types de couleurs, de marqueurs, d'acides nucléiques, avec vous voyez différentes couleurs suivant les besoins. Donc il faut juste garder en tête, par contre, c'est que certains fluorophores vont plus facilement lier les séquences AT, d'autres les séquences GC. Donc suivant le pourcentage AT ou GC des séquences que vous voulez marquer, il sera plus intéressant d'utiliser l'un ou l'autre. Celle-là, elle n'est pas à prendre, mais je n'ai pas besoin de la décrire, je vous la mets comme information. En fait, si vous voyez, c'est comme une liste avec des informations sur les spectres d'excitation et d'émission de différents, parmi les plus connus, vous voyez, les marqueurs acides nucléiques, ADN, les plus connus. D'accord. Donc c'est vraiment, je vous la laisse à titre d'information. Évidemment, je ne vous demanderai jamais d'apprendre un truc comme ça.
Voilà. Donc là, je vous disais, autre type d'expérience qu'on peut faire pour marquer de l'ADN, c'est ce qu'on appelle du fiche. Donc parce que les expériences que je vous ai montrées avant, enfin les fluorophores que je vous ai montrés avant, vous êtes d'accord, marquent de manière non spécifique tout l'ADN d'une cellule, hein, ou tous les ARN présents. Là, vous avez vu surtout dans le cas de l'ADN, donc ça marque tout de manière voilà, un peu non spécifique, hein, non ciblée. Par contre, il peut être des fois utile d'aller dans des expériences, grâce à de la fluorescence, aller repérer une séquence spécifique dans votre génome. Un gène, par exemple, tout simplement. Vous voyez, vraiment une petite séquence au centre de tout ce marasme que constitue votre ADN, vos chromosomes, à l'interface dans le noyau de vos cellules. Donc, on va pouvoir utiliser ça, comme vous allez voir aussi, pour du diagnostic médical, par exemple, hein, pour mettre en évidence des translocations. Donc, en quoi ça consiste? Donc, je vous dis, là, le but, ça va être de marquer une séquence spécifique dans le noyau. Et en fait, là, pour arriver à faire ça, il n'y a pas photo, il faut quand même que vous ayez une connaissance de la séquence que vous voulez aller retrouver. Et donc, typiquement, ça veut dire que vous connaissez déjà la séquence du gène ou la séquence de la région du chromosome que vous voulez cibler. D'accord? Donc, dans ce cas-là, vous avez déjà isolé, cloné, comme vous avez déjà vu dans les techniques de clonage, ce morceau d'ADN dans un plasmide, par exemple, que vous pouvez amplifier dans des bactéries. Et donc, ce que vous allez faire, ce gène, cette séquence, on va dire que c'est un gène que vous visez pour simplifier. Donc, cette séquence, vous allez donc la marquer, en fait, grâce à des nucléotides modifiés. Par exemple, ce que vous allez faire, c'est vous allez introduire, grâce à une DNase, vous allez faire ce qu'on appelle de la nick translation, vous allez introduire des trous, des lésions dans votre ADN grâce à une DNase, et puis ensuite, vous allez reconstituer, réparer ces trous avec des nucléotides modifiés. Donc ces nucléotides modifiés, très souvent, ils sont liés, ils ont été modifiés car ils sont liés à une molécule, un groupement chimique qu'on appelle une dioxygénine ou une biotine. Donc, cette molécule qui ont été marquées par ces groupements chimiques, donc vous allez les garder d'un côté, et puis ce que vous allez faire dans l'autre côté, c'est que vous allez avoir vos cellules. Vos cellules, vous allez en fait les fixer grâce à un fixateur tel que la formaldéhyde, par exemple. Donc, normalement, vous devez savoir à quoi sert la fixation. Donc la formaldéhyde va vraiment créer des interactions covalentes, toute une sorte de réseau d'interactions à l'intérieur de votre cellule, va la tuer, mais en même temps fixer sa structure. Et puis ensuite, vous allez donc faire une perméabilisation de votre cellule, et surtout, vous allez dénaturer tout le génome, l'ADN génomique de votre cellule, qui va rester en position dans votre noyau, mais qui va s'ouvrir et être accessible. Et puis ensuite, vous allez donc mélanger vos cellules que vous avez perméabilisées sur votre lame avec votre sonde marquée, et vous êtes d'accord que normalement, cette sonde qui correspondra à votre gène que vous cherchez à isoler, que vous cherchez à repérer, je dirais identifier, identifier sa localisation, donc va être reconnue dans le génome par votre sonde. Donc l'endroit où est le gène va être fixé par votre sonde spécifique. Et puis ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, dans un deuxième temps, incuber vos cellules avec un anticorps qui reconnaît spécifiquement le groupement accroché à votre nucléotide, donc par exemple cette dioxygénine ou cette biotine, et cet anticorps va être aussi couplé à un fluorophore. Donc vous êtes d'accord qu'à partir de là, vous allez repérer dans le noyau l'endroit où s'est fixée votre sonde, la sonde correspondant à votre gène d'intérêt. Et vous allez donc repérer la position de votre gène sous le forme d'un point. Alors très souvent, cette image, vous avez en fait quelque chose, parce qu'il faut savoir que si on peut le faire avec une sonde qui va être couplée avec un anticorps qui va émettre une couleur, vous pouvez le faire avec deux fluorophores différents, deux anticorps différents et deux fluorophores différents qui vont reconnaître un autre gène, une autre sonde, et d'une autre couleur. Donc vous allez pouvoir faire du multicolore. Et là, vous voyez de cette image, il y a deux gènes, c'est une cellule diploïde, donc vous avez deux versions du gène qui sont reconnues par une sonde ici, et une sonde rouge, et une autre sonde qui va reconnaître un gène correspondant à une région verte ici. D'accord? Et le bleu que vous voyez autour, c'est qu'on a fait un contre-marquage avec du DAPI afin de pouvoir marquer la position globale de l'ADN. D'accord? Donc là, vous avez même trois couleurs qui sont utilisées. ADN non spécifique en bleu, là, avec du DAPI, et puis deux gènes précis en rouge et en vert. Donc je ne sais pas si vous voyez la puissance de la technique, vous allez pouvoir vraiment aller repérer exactement la position d'un gène dans le noyau. Puis comme je vous disais, pour un exemple d'application, ça va vous servir à regarder, par exemple, à repérer des translocations dans des cellules de patients atteints, par exemple, de cancer. Où là, vous voyez, vous avez deux chromosomes, le chromosome 14 qui possède un gène qui s'appelle IGH et le chromosome 8 qui contient un gène qui s'appelle CEMIC. Ces gènes, vous êtes d'accord, sont sur deux chromosomes différents. Donc en général, dans une situation générale, vous allez avoir deux signaux qui sont séparés, parce que les chromosomes sont distants les uns avec les autres. Par contre, vous êtes d'accord, si maintenant il existe
en fait, une translocation qui va se faire entre le chromosome 8 et le chromosome 14. Posons le cas à gauche ici, hein, vous allez pouvoir avoir, hein, dans certaines cellules, à cause de cette translocation, un rapprochement du gène IGH avec ici le gène sémique qui se trouvait sur l'autre chromosome. Dans ce cas-là, si vous utilisez une sonde IGH et une sonde sémique, donc qui normalement, comme je vous disais ici, hein, nous montrait des signaux qui sont distants l'un des autres, s'il y a translocation à cet endroit précis qui rapproche les séquences, vous devez les représenter, vous devez les retrouver sous forme très proche dans votre expérience de votre marquage par fiche. Et c'est ce qui se passe ici, vous voyez. Là, les signaux sont devenus très proches. Ça veut certainement dire que les deux gènes sont maintenant à côté l'un de l'autre parce qu'il y a eu translocation entre les deux chromosomes. Les chromosomes se sont accrochés ensemble. D'accord? Donc vous voyez, hein, on arrive grâce à ça à faire des diagnostics de maladies génétiques dues à la translocation, à des remaniements chromosomiques. Ça, c'est juste une des choses qu'on peut faire en fiche. On peut encore en faire beaucoup d'autres choses, mais bon, on n'a pas besoin de rentrer dans plus de détails vu le temps qu'on a. Bon, ça, c'était pour marquer les ADN. Maintenant, pour marquer les protéines, je vais tout simplement parler vraiment d'une technique, qui est la technique vraiment de deux techniques, en fait, excusez-moi, mais la première, c'est vraiment la technique de base. C'est ce qu'on appelle donc l'immunofluorescence, ou l'immunocytochimie. Où en fait, là, l'idée, c'est que, comme on avait tout à l'heure en fiche une sonde connue d'un gène, enfin, parce qu'on connaissait le gène, hein, qu'on ciblait, donc on avait la séquence du gène qui nous permettait de reconnaître ce gène dans le noyau, puis là, tout simplement, on va avoir un anticorps qui reconnaît spécifiquement votre protéine d'intérêt. Donc ça veut dire encore une fois, c'est une contrainte forte, c'est qu'il faut que vous ayez un anticorps, développé, hein, ou disponible dans le commerce, un anticorps spécifique de votre protéine. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, dans ce cas-là, en tout cas, si vous avez cet anticorps, vous allez pouvoir le reconnaître, du coup, la protéine, aller chercher la protéine dans sa localisation cellulaire, hein, grâce à cette reconnaissance et ensuite à la fluorescence. Donc, vous avez deux possibilités, hein. Soit on va pouvoir faire de l'immunofluorescence directe. Dans ce cas-là, vous utilisez un anticorps, donc reconnaissant votre protéine, couplé à des fluorophores. Et donc, vous allez voir dans votre cellule à quel endroit est votre protéine grâce à l'émission des fluorophores accrochés à votre anticorps. Ça, c'est souvent le problème, c'est que il y a un manque de sensibilité, de sensitivité, je dirais. Le signal de fluorescence est très faible. Donc, à cause la faible quantité de protéines que vous avez et la limitation de votre microscope. Donc, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va faire plutôt l'immunofluorescence secondaire. C'est exactement ce qu'on fait en Western blot, que vous connaissez bien maintenant. On va d'abord utiliser un premier anticorps, hein, celui qui est spécifique de votre protéine. Et en plus, ensuite, on va utiliser un anticorps secondaire dans un deuxième temps, qui lui va pouvoir se lier plusieurs fois à l'anticorps primaire. Et c'est cet anticorps secondaire qui va être lié aux fluorophores qui vont absorber et émettre la lumière à une couleur donnée. Donc là, grâce à ça, vous allez avoir un système d'amplification qui va permettre d'obtenir un système, une visualisation plus forte, un signal plus fort, à l'endroit où le premier anticorps avait reconnu votre protéine. Vous voyez, vous multipliez le signal. Et donc, c'est très souvent, voilà, ce qui sera le plus souvent fait dans ce type d'expérience. Donc là, ça correspond, vous voyez, juste encore une fois comme l'autre, à ne pas apprendre, juste une liste informative sur laquelle je ne vais pas traîner, mais qui vous donne, encore une fois, différents types de molécules fluorescentes qui vont pouvoir être couplées à des anticorps pour faire l'immunocytochimie. Et comme vous voyez, on peut faire ça à toutes les couleurs possibles. Cette liste n'est pas exhaustive, hein, donc soyons clairs. Et ça, c'est tout simplement, voilà, ça c'est pour illustrer, mais je pense que vous avez tous vu des images d'immunofluorescence. Voilà, où vous allez pouvoir, si vous avez donc plusieurs anticorps, aussi combiner en une seule image, hein, une seule expérience, le marquage spécifique de différentes protéines, donc avec des anticorps différents qui vont être connus par des anticorps secondaires différents et qui vont être couplés à des fluorophores différents. Donc vous allez pouvoir marquer chaque différente protéine ou différents compartiments avec des couleurs différentes. D'accord? Donc voilà, j'ai marqué un petit peu le commentaire, à quoi ça correspond. On a des fibroblastes ici, vous voyez. En fait, voilà, on va avoir un anticorps anti-histone qui va reconnaître, donc forcément, vous imaginez bien l'ADN, donc la chromatine et les chromosomes et l'ADN de vos cellules. Ici, vous voyez, c'est en vert. Et puis, voilà. Et puis, on va avoir, regarde, c'est le seul anticorps de protéines ici. Puis, on va avoir un marquage du cytosquelette ici, d'actine. Et puis, je ne sais plus en fait. Hein. Donc, non, ouais, on a un marquage qui se fait au niveau structurel. Je pense que l'actine, le réseau d'actine, c'est plutôt en bleu. Ah oui, excusez-moi, oui, c'est en rouge. Ça correspond au réseau de mitochondrie.
tout simplement. Donc vous voyez, là on a vraiment marqué 3 types, hein. En fait, il y a que le marquage de l'histone qui est utilisé, qui se fait avec un anticorps spécifique. Le reste, c'est des colorants spécifiques de ces compartiments. Enfin, ça vous donne une bonne idée de la qualité d'image qu'on peut obtenir, hein. Donc voilà. Et l'autre manière de pouvoir faire ça, si vous n'avez pas d'anticorps, c'est d'utiliser ces protéines fluorescentes qu'on appelle telles que la GFP. Donc la GFP, c'est une petite protéine qui ressemble, vous voyez, quand elle se replie à un petit baril comme ça, hein, c'est assez discret, hein, en fait. Et elle a été la première fois isolée chez une méduse qu'on appelle Aequorea victoria, donc voilà, qui est capable de faire de la fluorescence comme beaucoup de méduses, hein, comme vous devez le savoir. Et donc, on a isolé cette protéine, on s'est aperçu l'avantage qu'elle avait, c'est que par rapport à d'autres fluorophores qui ont besoin de cofacteurs particuliers, d'un contexte particulier, la GFP fait de la fluorescence toute seule, comme une grande, dans plein de conditions possibles. Donc, elle n'a pas besoin de substrat, elle n'a pas de coenzyme, vous voyez, donc ça simplifie beaucoup les choses. Il suffit juste de l'exprimer dans une cellule pour pouvoir mesurer la fluorescence. Donc elle va avoir des spectres de maximum, maximum d'absorption et d'émission qui vont être spécifiques. Alors il faut savoir que de nos jours, on a d'autres versions de la GFP qui ont été optimisées, qui absorbent à des couleurs un petit peu différentes souvent, mais bon, grosso modo, ça correspond à ces valeurs-là, de maximum, vous voyez, vous les avez ici, d'absorption et d'émission. Et il faut savoir voilà, qu'il y a eu un centre actif dans le fluorophore qui correspond vraiment à la partie qui est responsable de cette absorption et cette émission de couleur, de cette capacité de fluorescence. Et ça correspond à un tripeptide, sérine, tyrosine, glycine, en position 65-67 de la séquence de la protéine. Donc on a vraiment 3 acides aminés, vous voyez, qui sont vraiment ceux qui sont impliqués principalement dans cette capacité de fluorescence. Et voilà, c'est ce que je vous expliquais, hein. L'avantage, c'est qu'elle s'exprime très facilement dans n'importe quel organisme. Donc il suffit d'avoir un vecteur, vous voyez, contenant le gène de la GFP. Si vous lui transfectez ça dans une cellule, elle va se mettre à produire de la protéine GFP et à émettre spécifiquement, ces protéines vont pouvoir émettre spécifiquement de la fluorescence quand vous les excitez dans le bleu. Alors ce qu'il faut savoir, parce que exprimer de la GFP à l'intérieur du cellule, vous êtes d'accord, ça n'a pas trop d'intérêt et d'avantage. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va les fusionner, une protéine à la GFP, donc on va cloner en phase de la séquence codant de la GFP, la séquence codant une protéine d'intérêt, et donc ça nous permet d'obtenir une protéine de fusion, vous êtes d'accord, à la fois avec une partie de votre protéine d'intérêt, l'autre la protéine fluorescente, et donc si avec un peu de chance, la partie correspondant à votre protéine d'intérêt a conservé toute cette fonction, sa fonction normale, vous allez pouvoir, grâce à un microscope, suivre sa localisation, suivre même live son comportement, son mouvement dans la cellule, et voilà, et l'étudier. Donc pour finir sur ces GFP, comme je vous disais, je vous avais même dit ça quelques diapos avant, on a beaucoup de gens qui ont travaillé pour aller, par mutagenèse par exemple, pour designer des protéines style GFP qui ont d'autres caractéristiques chromatiques. Et donc en fait, voilà, on possède de nos jours toute une armada de protéines fluorescentes différentes, vous voyez, partant du bleu ici, jusqu'à plein de couleurs de rouge différents, comme la M-Cherry, la M-Tomato, la M-Plume, c'est des protéines qui vont émettre plutôt dans le rouge, voilà, du Yellow FP, enfin vous voyez, on a à peu près toutes les possibilités, donc c'est devenu assez extrêmement pratique et extrêmement diversifié. Et donc là, je vous ai mis la photo de cet homme, Robert Tian, qui a été un peu le père de développement de toutes ces dérivés de GFP, qui a reçu le prix Nobel pour ça d'ailleurs il y a quelques années, mais qui malheureusement est mort il y a peu de temps. Donc voilà, donc maintenant j'aimerais vous parler d'un autre type de microscopie qui est très importante, qui est extrêmement utilisée en laboratoire. Alors, il y a d'autres dérivés de cette technique, je ne pourrais pas trop parler des dérivés, mais on va parler un petit peu de la technique maîtresse qu'on appelle la microscopie confocale. Pourquoi on a besoin de cette microscopie confocale? C'est parce que je vous ai parlé de microscopie classique, que vous avez pu voir à transmission dans le cours d'avant. Donc on a vu quelques images, alors peut-être pas beaucoup, une image par fluorescence, mais vous en avez ici, des marquages que vous voyez ici sur la première ligne, avec des protéines ou avec des composés fluorescents. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un problème de résolution et un problème de contamination, en fait, du plan que vous voulez visualiser avec les informations qui viennent hors du champ que vous voulez visualiser. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec votre microscope, vous êtes d'accord, vous allez focaliser, vous allez faire votre mise au point à une certaine hauteur dans l'échantillon,
à l'intérieur vous voyez, par rapport à votre échantillon, et puis vous allez avoir plein d'informations qui vont venir de champs qui sont soit sur le champ vertical, sur l'axe vertical, soit plus haut, soit plus bas que le champ que vous voulez, que le plan que vous voulez vraiment visualiser. Et donc, vous avez une déperdition de la qualité d'image due à ces interférences, je dirais, dues au plan autre que le plan qui vous intéresse. Et la microscopie donc confocale, en fait, c'est une microscopie qui permet justement de mieux contrôler la profondeur de champ, mais surtout d'éliminer toutes les informations qui sont hors de la focale. Et ça, elle va le faire grâce à des filtres spatiaux. Donc. Et donc, vous allez pouvoir, en fait, donc, vous voyez, juste garder la couche sur laquelle vous avez fait focaliser votre échantillon environ les couches supérieures et inférieures. Et donc, vous allez, c'est un peu comme si vous regardez, si vous voulez, à l'intérieur de la matière, tout simplement. Et donc, vous allez voir précisément à l'intérieur de votre échantillon seulement le plan qui vous intéresse et virer toutes les informations qui pourraient se trouver au-dessus et en dessous. Donc là, vous voyez, là par exemple, ça correspondrait à l'épifluorescence, la fluorescence naturelle, mais venant d'un grain de pollen. Si j'observe avec un microscope normal, je vais voir tout simplement toutes les couches, vous voyez ce que je veux dire, constituant ce grain de pollen. Si j'utilise un microscope confocal, je vais pouvoir voir à travers, d'accord, ce grain. Et je vais voir tout simplement l'intérieur. Donc vous voyez vraiment l'intérêt de ce type de microscopie. Et donc comment ça marche en quelques mots, ça marche tout simplement en bloquant la lumière venant de ces couches contaminantes et n'essayez de conserver que la lumière venant du plan que vous voulez étudier. Comme ça, vous vous affranchissez de tous les détails qui venaient des autres plans. Et donc ça, en fait, le principe est bête, c'est vraiment très idiot. C'est qu'en fait, on va placer en face de la ligne de la source lumineuse et à la fin de la source lumineuse, enfin je veux dire pas à la fin de la source lumineuse, mais je veux dire du trajet de lumière, juste avant votre détecteur, qui vient récolter la lumière venant de votre fluorophore, vous allez placer 2 plaques en métal percées d'un petit trou, vraiment d'un petit trou. Et on appelle ça un pinhole en anglais, donc un trou d'épingle, ça veut dire. Et donc extrêmement petit. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est lorsque vous allez donc éclairer avec votre source lumineuse, ça va passer à travers ce petit trou, ce petit pinhole. Donc, et ça va permettre vraiment de limiter la lumière qui va passer à travers ce trou. Ça va placer, il va évidemment, c'est de la microscopie à fluorescence, ce que je vous avais expliqué avant. Vous allez avoir forcément des filtres et un miroir dichroïque. Et donc, la lumière va venir frapper le miroir dichroïque et va venir frapper votre échantillon. Vous êtes d'accord sur différents plans. Mais imaginez que vous voulez seulement percevoir le plan qui est en bas et faire disparaître les informations venant des plans qui sont juste en haut. Mais en fait, ce qui va se passer, vous voyez, c'est que donc la lumière va venir frapper à différents plans, donc on va avoir plusieurs rayons lumineux qui vont venir passer à travers votre échantillon. Mais la présence de ce deuxième trou juste en face du détecteur va faire que seule la lumière venant du plan qui vous intéresse va pouvoir passer à travers ce trou et va pouvoir être récoltée par le détecteur. Et toute la lumière venant des autres plans va, elle, être bloquée autour, tout simplement, par la plaque métallique, en venant frapper cette plaque autour du trou, qui ne va collecter, je le répète encore, qui ne va laisser passer que la lumière venant du plan qui vous intéresse. Et donc ça vous permet tout simplement, oui, c'est un truc très bête, c'est un filtre vraiment en physique, optique, ça va permettre vraiment d'aller limiter la taille du plan que vous allez acquérir, enfin de l'image que vous allez pouvoir acquérir. Donc ce que vous allez faire du coup, c'est que vous allez prendre votre microscope, configuré tel que je vous l'ai dit, et vous allez focaliser, si vous voulez récupérer toutes les informations venant d'un objet, vous allez vous placer, vous voyez, vous allez focaliser en haut de votre objet. Donc là, par exemple, c'est justement cette boule de pollen dont je vous parlais. Donc vous allez focaliser avec votre microscope vraiment sur la partie supérieure, d'accord ? Donc ça c'est l'objet vraiment sans filtrage. Une fois que vous avez filtré avec le système confocal que je vous ai expliqué, vous voyez, vous n'avez récupéré qu'un petit peu d'informations qui correspondent à la partie supérieure. Et puis vous allez récolter des images comme ça en descendant petit à petit la focale de votre microscope, en faisant descendre votre objectif petit à petit, en focalisant sur des plans différents. Donc vous allez ensuite, vous voyez, descendre un petit peu, vous récoltez une autre image, continuez comme ça, descendre, vous voyez, et vous descendez petit à petit, à travers votre échantillon, et vous avez récolté donc des images pour chacune des sections le long possible, le long de votre échantillon. Vous voyez, ça c'est l'eau d'échantillon, puis on rentre à l'intérieur, et puis ensuite, à la fin, on arrive au bout de l'échantillon.
Et donc, vous voyez, vous allez pouvoir récupérer. Donc, c'est pas que vous allez totalement, que vous vous intéressez pas à tous les plans, vous intéressez seulement à un seul plan. Non. Ce que vous voulez, c'est potentiellement récupérer tous les plans possibles, mais de manière pure, que chaque plan, que l'image que vous obtenez pour chaque plan corresponde seulement aux données présentes sur ce plan et pas sur les autres plans. Et donc, une fois que vous avez fait ça, par contre, une fois que vous avez tous ces plans bien nettoyés, vous pouvez les reconstruire ensemble, les additionner, vous voyez, les uns sur les autres, pour reconstituer un objet 3D. Mais cette fois, avec une précision extrêmement importante. Alors que, vous voyez, vous réussissez à transformer quelque chose qui aurait été comme ça avec un microscope classique à quelque chose de totalement défini et de haute résolution par un microscope confocal. Donc vous voyez, ça c'est un exemple aussi, par exemple, c'est une protéine qui lie l'ADN, vous voyez, qui forme des espèces qui s'associent ensemble, on ne va pas rentrer dans les détails, une protéine qui s'appelle HNS, donc une protéine bactérienne qui lie l'ADN. Si on exprime cette protéine dans une cellule mammifère, elle va pouvoir se fixer sur l'ADN de la cellule mammifère. Et elle va pouvoir marquer le génome, les chromosomes de cette cellule. Donc là, vous voyez, c'est une visualisation sur un plan confocal, vraiment, où vous pouvez voir des détails beaucoup plus extrêmement bien marqués, tout simplement parce qu'on a vraiment gardé que les informations liées à cette section ici. Et on a éliminé, encore une fois, tout ce qui venait d'en haut ou d'en bas. Donc on a une image vraiment de l'intérieur, vraiment très précise. Et là, vous voyez, c'est une reconstitution tridimensionnelle, on a récupéré tous les plans possibles, et on les a additionnés ensemble, on les a remontés ensemble, pour faire une reconstitution, qu'on peut même animer comme ça, vous voyez. Donc, vous voyez, donc la cellule, alors l'échantillon paraissent toujours un petit peu écrasé, malheureusement, mais vous pouvez voir, je vais pouvoir, vous voyez ici, vraiment reconnaître, regarder chaque échantillon, enfin chaque excusez-moi, point, endroit où l'ADN est concentré, le positionner en 3D dans le noyau, vous voyez. Donc vous vous rendez compte de la puissance un petit peu de ce type d'approche, du coup. Celle-là, je vais décider de la passer. C'était une variation, justement. Alors, vous pouvez toujours regarder, je le laisserai peut-être, mais je sais bien que je ne l'aurais pas traité vraiment. Ce serait un peu compliqué de le faire maintenant, en fait, mais vu le temps qui reste. Mais bon, voilà. L'idée, c'est que c'est ce qu'on appelle un disque rotatif de Nipkow. Et c'est un système qui est, en fait, concurrent un petit peu du confocal et qui est plus rapide que le confocal, c'est l'avantage, et qui va vous permettre d'aller simultanément récupérer des plans vraiment très, très petits, donc de votre échantillon, et donc de pouvoir vraiment avoir encore une fois, une représentation précise des éléments présents dans le plan. Voilà, bon, c'est l'avantage que vous pouvez utiliser cette technique sur du matériel vivant, par exemple, alors que le confocal, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que en général, on va faire ça sur enfin, on va pouvoir faire les deux, en fait, mais il peut être assez lent, en fait, pour acquérir des images, pour des raisons que je n'ai pas avoir le temps de vous expliquer, mais l'acquisition d'images par confocal prend un petit peu de temps, vous voyez, puisqu'il faut scanner toutes ces couches dont je vous ai parlé, vous voyez. Donc si vous voulez faire une reconstitution d'une image, ça va prendre du temps avec, vous utilisez un laser, en fait, comme lumière, le temps de scanner avec votre laser votre échantillon, ça va prendre du temps pour faire chacune des images. Alors que le Nipkow, grosso modo, il collecte directement en live toutes les images des champs séparées les unes des autres. D'accord? Donc, par un système de disques qui va avoir des lentilles, comme des petits objectifs, qui vont aller simultanément attraper les informations seulement sur un plan chacun. Enfin, chacun va choper une information sur un plan particulier. Bon, mais bon, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Si vous avez, franchement, en L2, vous n'en avez pas vraiment, c'est pas totalement nécessaire. Bon, en tout cas, ce que je voulais que vous compreniez, c'est qu'il y a deux types de microscopes à fluorescence, soit des microscopes à épifluorescence qui vont permettre de récupérer comme ça, ce qu'on appelle en champ large, toute l'information en une seule image, pas très résolutive, ou des microscopes de type confocal qui permettent d'aller chercher de manière très précise des informations dans chaque plan de votre objet. Maintenant, la question, c'est une fois que vous avez des images d'un type ou de l'autre, quelles vont être parmi les questions qu'on va le plus se poser quand, par exemple, on va étudier le comportement de protéines, la localisation de protéines. Localiser une protéine, c'est bien. Donc, vous allez pouvoir aller dans une cellule où va se trouver, si vous avez marqué, donc, grâce à un anticorps, une protéine, où est-ce qu'elle va être localisée dans votre cellule? Est-ce qu'elle va être localisée à la membrane? Est-ce qu'elle va être localisée dans le noyau? Vous voyez, vous allez pouvoir déterminer ça. Maintenant, ce qui est souvent utile, c'est d'étudier, quand on étudie deux protéines ensemble, c'est de savoir à quel point ces deux protéines vont être présentes dans le même compartiment.
En fait, la question qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce que nos protéines agissent ensemble, vous voyez, dans une localisation cellulaire précise, afin de pouvoir remplir une fonction particulière. Ok. Donc, donc voilà, à partir de là, on va pouvoir utiliser le fait que, comme je vous avais dit, on peut marquer plusieurs protéines simultanément en utilisant des fluorophores de couleurs différentes pour essayer de mesurer si ces protéines sont vraiment voilà, présentes dans le même compartiment. Maintenant, ce qu'il faut, c'est garder en tête quelque chose d'important. C'est que la limite de résolution d'un microscope, je vous l'ai expliqué la dernière fois, est de 200 nanomètres à peu près. Donc, si vous voyez deux protéines qui sont localisées au même endroit, il y a quand même la limite de résolution fait que vous ne pouvez pas être sûr que ces protéines interagissent ensemble. Donc gardez bien en tête que lorsque vous essayez de regarder sur deux molécules, deux protéines colocalisent ensemble, c'est pas parce qu'elles colocalisent qu'elles interagissent ensemble. Donc vous pourrez dire que ces protéines sont localisées dans le même endroit dans une cellule, mais pas qu'elles vraiment fassent partie du même complexe. Pour ça, il y a une autre technique qu'on va voir juste après, qui s'appelle le FRET, qui permet de le faire. Ou sinon, vous pouvez utiliser tout simplement de la biochimie. Comme vous le devez savoir maintenant, ce genre d'expérience, vous pouvez faire une co-immunoprécipitation. Donc là, on ne fait plus de microscopie, hein, mais par co-immunoprécipitation, vous allez vraiment voir si deux protéines interagissent ensemble. La colocalisation par microscopie ne vous permet pas de le savoir. Cette-ci va vous permettre de pouvoir déterminer deux points importants. C'est est-ce qu'il existe une co-occurrence de vos molécules au même endroit dans votre cellule, et est-ce qu'on peut faire une corrélation vraiment par rapport à la distribution des deux protéines globales, je dirais, est-ce qu'elles colocalisent souvent ensemble, ou est-ce qu'en fait, je veux dire, une colocalise bien avec l'autre, alors que l'autre est beaucoup plus présente, donc colocalise moins avec la première. On va pouvoir essayer de faire des corrélations vraiment plus précises dans la proportion de chacune des protéines qui va colocaliser avec l'autre. Donc voilà. Ça va se faire de manière assez simple, hein. Vous allez tout simplement récolter des images en excitant vos fluorophores indépendamment et en récoltant leur fluorescence indépendamment. Donc vous verrez un petit peu comment on gère un peu comment on compare les spectres d'excitation et d'émission de fluorophores lorsqu'on fait une expérience de microscopie, vous le verrez en TD normalement. Et donc voilà, là on est dans le cas où, premier cas, en fait on a marqué le même type de protéine. D'accord. Donc une protéine qu'on a marquée, donc là je ne me souviens plus malheureusement ce que c'est comme protéine. Ça viendra peut-être après, mais bon, c'est pas grave. Mais donc là, vous voyez, on a marqué en fait, avec deux fluorophores différents, un rouge et un vert, la même protéine. Donc vous voyez, hein, là, c'est un cas où normalement, vous êtes d'accord, ça va colocaliser de manière similaire. Hein. On est bien d'accord. C'est ce qu'on peut voir ici, parce que la troisième image, l'image A ici, correspond en fait à la superposition des images rouges et des images vertes, et vous pouvez voir que du coup, la majorité de l'image est jaune. D'accord. Donc ça veut dire tout simplement, voilà, c'est une coïncidence, vraiment une superposition c'est ce que donne l'addition du rouge et du vert. Donc ça vous montre, l'apparition de jaune dans cette image vous montre donc que les deux molécules marquées se colocalisent de manière extrêmement importante toutes les deux. Et ça, c'est normal, parce que c'est la même protéine. Donc, je veux dire, on a utilisé deux couleurs différentes, la moitié des molécules sont marquées avec une couleur, et l'autre avec l'autre couleur. Donc, forcément, par contre, elles vont se retrouver au même endroit dans la cellule. Donc, on a une forte colocalisation. Maintenant, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est regarder que, là, vous pouvez voir dans l'encadré un peu ici, hein, cette colocalisation n'est pas toujours parfaite, dans le sens où, si on va retrouver des molécules des deux couleurs au même endroit à tous les coups, la proportion qu'on va avoir de la molécule verte par rapport à la rouge n'est pas forcément la même au même endroit. On va retrouver des endroits plus de rouge que de vert, et inversement. Et donc ça va pouvoir, vous voyez, des fois jouer, de faire qu'on a des variations de couleurs, vous voyez, même alors que pourtant c'est la même protéine qu'elle est censée se trouver au même endroit. Donc vous voyez, ça montre qu'il y a quand même des fluctuations de signal, il va falloir faire attention dans la manière dont on analyse un petit peu ces données. En tout cas, le cas le plus commun, c'est quand même évidemment lorsqu'on marque deux protéines différentes, c'est ce que vous avez ici. Hein. Donc là, ce que je me souviens, c'est qu'on a une protéine qui est marquée en vert ici, et en rouge, normalement, c'est du LDL, c'est du cholestérol. Ah, remarquez, non, ça c'est un peu plus tard. Attendez, je vais savoir, parce que je ne l'ai jamais noté. Donc là, ça correspondrait donc à une protéine qui s'appelle la transférine. Hein. D'accord. Donc, attendez, je crois, je vais vérifier pour pas dire de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà, alors que, voilà, oui, ça c'est en... Alors que, voilà, donc la transférine, c'est une protéine qui est spécifique des endosomes. Donc c'est celle qu'on va voir en rouge, en fait.
En vert, excusez-moi. Alors qu'en rouge, on va ici utiliser, ce n'est pas une protéine, c'est ce qu'on appelle du dextrane. Enfin oui, c'est une sorte de. Je ne sais plus si c'est une protéine d'ailleurs. Non, non, ce n'est pas. Mais simplement, le dextrane, c'est un composé, bon voilà, inerte un petit peu, qu'on va marquer avec un fluorophore rouge. Donc c'est un composant inerte qui va pouvoir, vous voyez, se répandre dans le cytoplasme et être internalisé par les endosomes, par exemple. Et donc, on va essayer de faire une colocalisation entre ce dextrane et ces protéines fluorescentes. Et donc c'est transférine, présent dans les endosomes normalement. Et là, vous voyez, par contre, voilà, on va trouver une colocalisation entre ces deux types de molécules, protéines et dextrane, mais simplement, voilà, ça n'est pas automatique, il y a seulement à avoir certains points dans lesquels, certains endroits, où on va trouver une colocalisation entre les deux molécules. La question, c'est est-ce qu'on peut déterminer la quantité, voilà, à quel point cette colocalisation est forte et la quantité de molécules colocalisées. Et donc, en fait, voilà, pour ça, ce qu'on va pouvoir faire, des manières les plus simples de faire, c'est de faire ce qu'on appelle des scatter plots, ou des graphiques en nuages de points. Où en fait, on va regarder à chaque pixel, chaque position de l'image, et on va essayer de regarder quelle est la part de vert et la part de rouge. Et on va représenter ça, vous voyez, comme un graphe, donc en nuage de points. Donc, on va faire rouge contre, intensité de pixels en rouge et en vert. Et donc, vous êtes d'accord, du coup, on va pouvoir regarder de quelle manière se répartissent tous ces points. Et si on a maintenant, vous voyez, l'ensemble des points qui suivent assez bien donc une diagonale, ici, sur votre graphe, ça va donc forcément dire qu'on a une bonne corrélation, vous êtes d'accord, au niveau de la valeur pour chaque point des deux couleurs. Donc, ça veut dire qu'il y a une très bonne colocalisation de ces deux couleurs. D'accord? Si les régions les plus fortes sont plus fortes pour une couleur et l'autre, ça veut dire c'est à ces points, on a autant de vert que de rouge. Et inversement, pour les régions qui étaient faiblement illuminées, on aura toujours autant d'une couleur que d'une autre. Donc ça vous montre qu'il y a une très bonne corrélation entre les deux couleurs, et donc il y a une colocalisation parfaite entre les deux types de molécules. Alors que dans une image, parce que là c'était de nouveau les mêmes protéines, donc c'est normal que la colocalisation soit parfaite, mais lorsqu'on va comparer par contre deux protéines différentes, qui vont colliser que partiellement, attendez, parce que je l'expliquais aussi ici, voilà, si on compare ici entre deux. Alors là, on regarde deux autres molécules. On regarde dans des cellules qu'on appelle les cellules MCDK. On va repérer un IgA et une molécule qui est la transférine. D'accord? Et donc, on va se retrouver, lorsqu'on, vous voyez, comme on observe donc un marquage en vert et en rouge de l'IgA et de la transférine, vous voyez que la colocalisation, il peut avoir une colocalisation, mais elle est loin d'être parfaite, puisqu'on a bien du vert et du rouge. Donc maintenant, si on fait ce scatter plot, ce diagramme par nuage de points tel que je vous l'ai indiqué, tout simplement, on va observer une partie en fait des molécules qui vont suivre la diagonale, qui vont correspondre à des parties qui sont donc colocalisées. Et d'un autre côté, on va trouver toute une partie de points qui vont suivre une trajectoire qui va être différente, qui vont être des points, vous êtes d'accord, on va beaucoup plus avoir d'IgA, qui elle va être en vert, je pense, que de transférine. Et donc ça veut dire que ça correspond à des zones qui ne contiennent que de l'IgA et pas de transférine. D'accord? Donc on va avoir, vous êtes d'accord, soit des régions contenant de l'IgA seulement, soit des régions contenant de l'IgA ou de la transférine. Et puis si maintenant on utilise donc ça c'est au niveau des endosomes, puisque là, vous êtes d'accord, on marque une protéine qui est transférine qui appartient aux endosomes. Donc ça nous permet de visualiser la quantité d'IgA qui va pouvoir, cette partie-là, qui va pénétrer à l'intérieur des endosomes par rapport au reste qui ne va pas y pénétrer. Et donc, si maintenant vous utilisez une drogue qui, en fait, fait fusionner tous les endosomes ensemble, il va un peu perturber toute cette structure, vous allez, du coup, vous retrouver à un moment avec tout un mélange, donc tous les IgA qui vont pénétrer dans tous vos endosomes fusionnés. Et dans ce cas-là, si vous faites ça, vous retrouvez une colocalisation partielle entre les deux molécules. Là, je n'ai pas d'image qui le montre, mais vous voyez, là où on avait une différence de colocalisation, une différence de structure, là, une fois qu'on a un peu cassé et débiné toute cette structure, si on mélange tous les endosomes ensemble, toutes les molécules ensemble, on retourne sur une colocalisation parfaite que vous pouvez voir comme ça, indiquée comme ça. Donc à partir de là, est-ce qu'on peut quantifier réellement
ces valeurs de colocalisation, alors oui, on va utiliser ce qu'on appelle une corrélation de Pearson. Donc on va calculer, en fait, vous devez connaître ça normalement un petit peu, on va calculer un coefficient de corrélation qui va nous permettre voilà, d'estimer à quel point les points sont bien colocalisés ensemble. Les deux couleurs sont bien colocalisées ensemble. Et donc on va utiliser cette formule, cette formule je ne vous demande pas de l'apprendre, ne vous inquiétez pas. Donc où RI va correspondre à l'intensité en rouge pour red, ou GI en green, donc en vert, à une position donnée. Et R, avec un trait au-dessus, là, correspond donc à la valeur moyenne de fluorescence rouge ou vert dans ces images. Et donc en faisant ce calcul-là, on va pouvoir observer, donc on va calculer un pourcentage de corrélation. Excusez-moi. Un pourcentage de corrélation à l'intérieur de vos images, et enfin entre vos deux couleurs, avec donc des valeurs qui se rapprochent proches de 1 lorsque les deux molécules, les deux couleurs sont bien colocalisées, et des valeurs entre 0 et moins 1 lorsqu'elles sont au contraire exclues l'une de l'autre. Donc une valeur de moins 1 de colocalisation entre deux couleurs ne veut même pas dire qu'elles sont au hasard, présentes au hasard, mais même qu'elles sont séparées les unes des autres parce qu'elles ne colocalisent jamais. Alors qu'une valeur proche de 0 veut dire que en fait, les molécules sont réparties au hasard, n'ont pas d'interaction ni négative ni positive. D'accord? Donc R supérieur proche de 1 veut dire colocalisation, alors que R proche de moins 1 correspond à une exclusion. Et R proche de 0 veut dire quelque chose qui est dû au hasard. Voilà. Vous voyez dans nos histoires avant, ici, qu'on avait parfaite colocalisation, on garde la même molécule, on a un R qui est proche de 1, ce qui est logique, c'est la même molécule, colocalisée avec elle-même. Tandis que lorsqu'on a une colocalisation qui est partielle, vous voyez, là, on a quelque chose qui est presque dû au hasard à ce niveau-là, sinon quelque chose qui est proche, qui montre une exclusion. Alors, je vais être obligé, je suis désolé, de passer en fait ces diapos, parce que là, je m'aperçois qu'il me reste encore un quart d'heure, si je ne me suis pas trompé, vous êtes d'accord? Donc, je vais devoir... voilà, c'est ça. Bah, écoutez, pourtant, je fais mon mieux, mais là, voilà, c'est pas évident. Donc, cette partie-là, je ne sais pas si vous en faites en TD, je vérifierai. Peut-être que vous faites du MCC en TD. C'est ce qui vous permet de regarder maintenant non seulement la colocalisation, mais la fraction de protéines colocalisées, de protéine 1 colocalisée avec la protéine 2, ou la fraction de la protéine 2 colocalisée avec la protéine 1. Donc, vous voyez, ça vous permet de vraiment regarder précisément la fraction de chaque protéine qui colocalise avec l'autre protéine. Bon, bah, écoutez, je vous laisse les diapos, mais je retiendrai, je ne vous l'ai pas traité. Et je pense que vous pouvez peut-être le voir en TD. Souvent, le TD, de toute façon, est là pour vous expliquer ce genre de choses. D'accord? Je pense qu'il faut mieux. Malheureusement, c'est dommage, mais voilà. Non, parce qu'il fallait que je puisse vous parler aussi d'une autre technique que vous allez voir en TD. Et je vous avais dit tout à l'heure que voilà, là vous avez compris, j'espère, avec la colocalisation, qui est une mesure des deux couleurs, une comparaison de points de deux couleurs, le plus simple, vous permet de voir que deux protéines sont proches l'une de l'autre, par exemple deux protéines, mais vous permet pas de voir que ces molécules interagissent ensemble, ces protéines interagissent ensemble. Et en fait, je vous avais dit justement qu'il existe une technique qui nous permet justement d'aller observer l'interaction qui existe entre deux molécules, deux protéines. C'est ce qu'on appelle le FRET. Le FRET, c'est pour Foster, du nom de la personne, Theodore Foster, qui l'a identifié en 1954. Donc, voilà ce qu'on appelle du Foster Resonance Energy Transfer, donc du FRET. Donc, c'est, comme je disais, une technique qui va permettre de détecter les interactions moléculaires entre deux molécules qui ont été chacune liées, marquées par des fluorophores, donc de couleurs différentes, et qui interagissent ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque deux fluorophores sont proches l'un de l'autre, donc ça, c'est la situation normale, les fluorophores sont éloignés l'un de l'autre. Si vous éclairez avec de la lumière qui va exciter votre premier fluorophore, ce premier fluorophore, on va l'appeler donneur, donc vous êtes d'accord, il va réémettre de la lumière. C'est un fluorophore classique, d'accord? Donc ça, c'est quand il existe une distance importante, lorsqu'il n'y a pas d'interaction entre les molécules A et B. Si maintenant, les deux molécules marquées par des fluorophores sont très proches l'une de l'autre, tellement proches qu'elles interagissent physiquement l'une avec l'autre, lorsque vous allez en fait exciter le donneur avec une longueur d'onde d'excitation spécifique de ce donneur, vous n'allez pas observer, il ne va pas émettre de lumière, mais l'énergie de la lumière qu'il aurait dû émettre, il va en fait le transférer à un accepteur qui va lui émettre la lumière à sa propre longueur d'onde. Donc vous avez émission de longueur d'onde lorsque deux molécules de fluorophore sont proches, il n'y a pas, après excitation du fluorophore 1, émission de lumière du fluorophore 1, mais vous avez émission, transfert d'énergie et émission de lumière à la longueur d'onde du fluorophore 2.
Donc vous imaginez que vous allez pouvoir utiliser cette propriété pour voir si deux fluorophores, et donc deux protéines qui sont liées à ces fluorophores, par exemple, interagissent l'une avec l'autre. Je parle de protéines, mais on peut faire ça aussi avec de l'ADN, on peut faire ça avec d'autres types de molécules. Hein. Par raccourci, je parle de protéines. Donc, oulala, là j'ai des problèmes d'affichage, mais donc voilà. Donc deux conditions à partir de là pour que le fret, ce phénomène puisse être observé. Le premier, c'est qu'il faut qu'il existe un chevauchement entre le spectre d'émission du premier fluorophore avec le spectre d'excitation du second fluorophore. Ça devrait vous paraître logique normalement, puisqu'il faut que l'énergie de la lumière qui serait normalement émise par le premier fluorophore puisse être absorbée par le second. Donc il faut forcément que la lumière qui puisse être absorbée par le second fluorophore corresponde à sa longueur d'onde d'absorption. Donc que le premier fluorophore émet de la lumière à la longueur d'onde d'absorption du second. Donc il y a un chevauchement le meilleur possible. Plus il est grand, plus ça marche. La deuxième chose aussi, c'est bien sûr, vous l'avez compris, que les deux molécules soient proches l'une de l'autre. Et qu'elles soient proches, donc cette distance qui existe entre ces deux fluorophores doit être d'une distance qu'on appelle R, et qui se doit d'être, vous voyez, inférieure à 1,5 fois la distance, une constante, je dirais un paramètre qui est donc fixe, qui est défini par les deux fluorophores, par contre, qui est un paramètre fixé par la nature des deux fluorophores, et qu'on appelle un rayon de Foster. Donc, il faut que votre distance soit inférieure à un rayon de Foster. Voilà, cette distance va varier suivant les fluorophores que vous utilisez et l'énergie qui vont pouvoir se communiquer. Donc, à part cela, ce phénomène de transfert de fluorescence, on peut l'observer de deux manières. Donc, soit par des méthodes qui sont basées sur l'intensité de fluorescence, on va mesurer les différentes intensités, soit par une autre manière, on appelle ça une mesure par temps de vie de fluorescence. Donc, en tout cas, ce transfert-là dont je vous parlais, on va pouvoir, comme vous voyez, là vous le voyez encore expliqué, encore une fois en haut, on va pouvoir, comme je vous disais, je vous parle de protéines, mais on va pouvoir le faire avec des sondes lipidiques, avec de l'ADN, avec des anticorps, avec des protéines fluorescentes, avec tout ce qui va pouvoir être fluorescent, tant que les conditions que je vous ai décrites avant sont remplies. Donc là, c'est un exemple, par exemple, on mesure en fait l'interaction entre une protéine histone, vous savez, celles qui sont liées à l'ADN chez les eucaryotes, et l'ADN, justement. D'accord? Donc là, j'ai marqué protéine pour simplifier. Mais bon, on va dire c'est deux protéines parce que ça n'a pas d'importance, autant sticker sur la diapositive. Mais donc voilà. Donc là, en fait, vous imaginez, c'est la même chose. On a deux protéines nucléaires dans votre noyau, tu vois, et qui ont une fluorescence qui est répartie un peu de manière différente. Mais donc, voilà, en vert et en rouge. Et vous allez voir si la première interagit avec la deuxième, si en éclairant la première, vous allez pouvoir faire émettre la seconde. Et donc, c'est ce que vous allez faire ici. Vous voyez, là, c'est une image où on excite en vert et on excite la protéine 1 et on récupère sa lumière. Ça, c'est un canal où on excite la deuxième et on récupère la lumière de la deuxième. Et ça, c'est le canal de Fred, vraiment, où on excite à la longueur d'onde de la première et on regarde, on filtre la lumière pour récupérer la lumière venant du second et de voir ce transfert. Et vous voyez, on voit quelque chose qui apparaît ici. Donc, il y a bien transfert de fluorescence entre les deux molécules, donc elles interagissent ensemble. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, c'est jamais aussi simple. C'est que, en fait, on peut avoir des contaminations entre les différents canaux qui vont, du coup, perturber votre mesure de fret. Pourquoi? Tout simplement, regardez, ici, j'ai mis les deux spectres, justement, de deux fluorophores, un fluorophore qui émet dans le vert, un fluorophore qui émet dans le rouge, qui peut faire du fret ensemble. Vous voyez, le spectre d'excitation de l'accepteur du deuxième fluorophore va fortement chevaucher le spectre d'émission du premier fluorophore. Donc c'est bon, le fret va pouvoir se faire. Le problème, c'est que regardez, si vous utilisez un laser pour exciter le premier fluorophore ici, vous êtes d'accord, pour créer le fret, mais regardez le spectre d'excitation du second fluorophore, il arrive à être un peu excité. Il y a un petit peu de lumière à 488 nanomètres du laser que vous allez utiliser pour exciter cette molécule, le premier, va un peu exciter le second. Et donc, forcément, une partie de la lumière que vous allez voir dans ce canal ici ne sera pas due au transfert de fluorescence de la protéine A à la protéine 2, mais une excitation et une émission simplement, même si elle est faible, mais de la protéine 2. Comme vous voyez, le signal de toute façon de fret n'est pas très clair de toute façon. Donc, vous voyez, il va y avoir une contamination. On va pouvoir avoir aussi la même chose aussi. Lorsque vous allez récupérer la lumière du second fluorophore pour voir s'il y a fret, vous allez pouvoir peut-être récupérer un peu de la lumière émise par le premier fluorophore. Donc vous voyez, c'est deux types de contamination qui vont pouvoir perturber et totalement fausser votre mesure de fret. Donc de quelle manière on peut gérer ça? Il faut tout simplement arriver à retirer la contribution de chacun des fluorophores, la contamination de chacun des fluorophores
de l'image finale, de l'image de transfert. Et pour ça, donc, vous allez mesurer tout simplement, hein, séparément, pour chacun des fluorophores, en mesurant à chaque fois, voilà, s'il n'y a pas il n'y a pas de fret, hein, quelle est la proportion de contamination qu'on observe dans les deux conditions. Lorsqu'on excite la protéine 1, on excite la protéine 2. Quelle est la quantité que vous allez avoir donc de contamination dans votre image. Et donc, une fois que vous avez mesuré combien d'intensité, hein, contaminante donnent ces deux types d'excitation, vous allez pouvoir tout simplement les soustraire de votre image de fret originale. Et lorsque vous allez faire ça, là, vous ne le voyez pas, mais par rapport à l'image avant, on a perdu la lumière, vous allez perdre de la lumière. Mais ce qui reste, par contre, ça correspond à une interaction spécifique, au vrai transfert d'énergie entre les deux molécules, donc qui est dû à l'interaction entre les deux protéines, je répète. Hein. Et voilà, une fois, ça c'est l'image finale que vous obtenez. Ça, c'est la même image qu'on a simplement observée avec un spectre lumineux différent, ce qui nous permet, vous voyez, de voir plus facilement des différences d'intensité au centre par rapport à une image prise en noir et blanc, quoi. Maintenant, il faut aussi garder quelque chose qui est en tête qui est important. Hein. Donc, on obtient, voilà, ce que je disais, une image représentant les interactions entre les deux protéines. C'est très puissant, vous voyez. On arrive à localiser l'interaction exactement dans le milieu. Ce que vous n'observez pas, ce n'est pas la présence d'une protéine, c'est les interactions entre deux protéines. Mais par contre, il faut se méfier, parce que le résultat n'est pas toujours quantitatif. Parce que ce n'est pas seulement par rapport à la force d'interaction, ce que vous mesurez ici, mais ça peut être dû aussi à la quantité de protéines qui est présente. Parce que plus vous aurez de fluorescence, plus il y aura de signal quand même à la fin. Donc il faut garder en tête que cette image n'est pas corrigée pour la concentration de protéines présentes. Et enfin, la dernière façon de pouvoir mesurer donc ce fret, cette interaction, autre que en mesurant l'intensité de fluorescence, c'est en mesurant ce qu'on appelle le temps de vie de fluorescence. Alors là, c'est encore une mesure encore plus fine. Donc, qu'est-ce que c'est que le temps de vie de fluorescence? Vous imaginez que d'un coup, j'ai un fluorophore, je vais l'exciter avec une lumière pendant un temps très court. Donc, vous êtes d'accord, il va émettre de la fluorescence très rapidement. D'accord? C'est normal, je viens d'exciter. Mais ensuite, une fois que je vais arrêter cette excitation, en fait, la lumière, la fluorescence va s'éteindre, vous voyez, progressivement. C'est normal, j'ai arrêté l'illumination, selon un temps qui va prendre, qui va avoir une certaine valeur. Vous voyez, comme une lumière, vous voyez une ampoule que j'éteins, la lumière ne va pas s'éteindre totalement d'un coup. Vous êtes d'accord? Il va y avoir un petit lapsus de temps entre le moment où je presse le bouton et où on retrouve l'obscurité totale. Là, c'est la même chose. Donc, ça va correspondre en fait à un temps de relaxation quelque part de la lumière, qu'on va pouvoir déterminer à partir de cette courbe de décroissance de fluorescence un temps de demi-vie qu'on appelle tau 1. D'accord? Vous êtes d'accord, comme tout temps de demi-vie correspond, c'est la valeur de temps pour lequel nécessaire à ce qu'on perde 50% d'intensité lors de la disparition de l'émission de fluorescence. D'accord? Mais ce qui va se passer, c'est que maintenant, si on est dans une situation de fret, si maintenant vous avez deux protéines qui interagissent l'une avec l'autre, ce qui va se passer, c'est que le temps, après avoir excité votre premier fluorophore, votre donneur, le temps de vie de fluorescence, la vitesse à laquelle la fluorescence va chuter, va ne pas dépendre seulement de l'émission de lumière qu'il va normalement faire, mais va aussi dépendre du transfert de fluorescence qu'il va faire à l'autre protéine. Et donc, du coup, le transfert de fluorescence d'énergie à l'autre protéine va en fait modifier ce temps de relaxation, donc de fluorescence de notre protéine, de notre donneur. Donc là, vous voyez, on ne regarde pas l'accepteur, on regarde juste le donneur, on mesure le temps de vie, le temps de demi-vie de fluorescence spécifique du donneur seulement. Mais s'il transfère de l'énergie, il va changer par rapport à la situation où il n'aurait pas fait de transfert d'énergie, il n'aurait pas interagi avec notre protéine. Et donc, du coup, on peut expérimentalement, vous voyez, calculer en fait une efficacité en fait de transfert de fluorescence grâce à la mesure comparée de ces deux temps. Donc, contrôle sans la protéine 2, vous voyez, protéine 1 seul, le donneur seul, et en situation lorsque vous mettez en présence de la protéine 2. Et donc, en mesurant, en comparant ces taux, vous allez pouvoir décider s'il y a un transfert de fluorescence ou pas, et donc une interaction. Donc là, vous voyez, c'est un exemple de résultat, pour terminer avec ça, où on observe, vous voyez, on va mesurer, vous voyez, pixel par pixel dans une image. Ce n'est pas une mesure globale dans la cellule. À chaque position, à chaque pixel, on va mesurer en fait. Alors là, je vous passe le côté technique, c'est très compliqué, mais on va pouvoir mesurer ce temps de vie de fluorescence pour chaque point. Et on va représenter la valeur de ce temps de vie de fluorescence d'après une échelle de couleur. Ici, vous voyez une échelle arc-en-ciel.
Et donc voilà, à part cela, on va voir ici, vous voyez que en général, dans ces cellules, le temps de vie de fluorescence de notre donneur, notre premier fluorophore, va être autour de 2 nanosecondes. Et puis une fois, donc ça c'est le contrôle, on a seulement la protéine 1. Une fois qu'on va mélanger les deux protéines 1 et 2 qui peuvent interagir ensemble, donc là, vous voyez, vous avez bien compris, à gauche, on observe la fluorescence du donneur, et à droite, cette fois-ci, lorsqu'on va mesurer le temps de vie de fluorescence du donneur dans cette condition où les protéines 1 et les protéines 2 sont présentes ensemble, vous voyez, on a une chute importante du temps de vie de fluorescence qui tombe à 1 nanoseconde, qui indique donc que cette différence de temps est due au transfert d'énergie du donneur vers l'accepteur. Et ça montre bien qu'ici, à l'intérieur de ces cellules, vous avez une interaction entre les deux protéines. Voilà. Voilà, sinon, cette diapositive ici, c'était pour vous expliquer que ce fret dont je vous parlais, vous voyez, des deux molécules accrochées à des fluorophores, et donc ce transfert qui va pour se faire quand il y a interaction, il va pouvoir permettre de montrer des interactions protéine-protéine, mais ça va permettre de montrer d'autres choses aussi, par exemple des changements de conformation. Si vous accrochez deux fluorophores aux opposés d'une protéine, si la protéine change sa conformation spatiale, vous allez pouvoir mettre en évidence du fret, alors qu'avant ce changement de conformation, les fluorophores étaient trop distants les uns des autres et il n'y avait pas transfert d'énergie. Vous voyez, vous allez même pouvoir montrer d'autres types de phénomènes, ou une protéolyse. Une protéine marquée par deux fluorophores qui sont proches l'un de l'autre, qui vont faire du fret, transférer de l'énergie. Si maintenant il y a un phénomène de protéolyse, la protéine est coupée en deux, vous allez avoir en fait, vous allez perdre de fret. Donc la mesure ou la présence ou l'absence de fret va permettre de mesurer si une protéine est coupée ou pas. Vous voyez, il n'y a pas de limite aux possibilités de ce qu'on peut faire avec. Bon, voilà. Alors écoutez, comme par hasard, enfin, j'ai pas pu totalement finir. Il y avait quelque chose, je vais vous lâcher parce qu'il n'y a pas le choix, mais je vais laisser comme les dernières diapositives. Je ne vous interrogerai pas dessus s'il y a un examen, ne vous inquiétez pas, mais c'est malheureusement un truc qui aurait pu être intéressant et important, c'est la microscopie électronique. Parce que c'est vraiment un pan différent de la microscopie. Bon, vous avez compris en deux cours, on ne peut pas faire toutes les microscopies possibles, mais c'est celle qu'on utilisait surtout en labo dont je voulais vous parler, surtout la fluorescence par exemple. Maintenant, les microscopes électroniques, c'est quelque chose de très important et parmi les techniques les plus résolutives qui existent. Donc je vous laisse ces diapositives pour les lire, d'accord? J'en discutais avec M. Corsi parce que vous avez une ou deux images à analyser en TD. C'est pour ça que je suis un peu gêné de ne pas avoir pu faire ça, mais vous suivrez la correction à ce moment-là, j'en parlerai. Le prochain CC, alors là, excusez-moi, je ne sais pas du tout parce que c'est vraiment pas moi qui organise ça pour le 440. J'ai beaucoup d'autres matières où je suis responsable. Donc du coup, je ne sais, il faut demander à Corsi, à Jean-Marc Corsi. Bon, ben voilà, vous le savez, si vos collègues y répondent. Mais voilà, adressez-vous, ouais. Je ne savais même pas, oui. Donc, ok. Écoutez, je vais vous laisser si vous avez un cours après. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite tous une bonne journée. Vous pouvez encore me poser des questions si vous avez. Vous avez de toute façon les PDF s'il y a besoin. Voilà. Et n'hésitez pas, ils vont t'aider. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Monsieur